Retour dans la semaine de l'Écho, je suis en compagnie de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, Jacques Sapir, économiste et directeur de recherche à l'EHESS, et Ludovic Subran, chef économiste chez Euler Hermès. L'Ukraine va recevoir entre 14 et 18 milliards de dollars du FMI. En échange, l'entreprise publique Naftogaz va augmenter de 50% les prix du gaz. Salaires et retraites des fonctionnaires seront gelés. Un sauvetage de Kiev, oui, mais à quel prix? Alors écoutez les réactions sur place ainsi que celles de Vladimir Poutine et on en débat ensuite. Nous devons prendre des mesures difficiles pour survivre et pour obtenir le prêt du FMI et le soutien international de la Banque mondiale et des banques d'investissement européennes. La Russie va sûrement jouer là-dessus en vous disant « Regardez, votre gouvernement vous impose des réformes d'austérité, regardez votre niveau de vie qui baisse ». Si la signature de cet accord nous aide à faire sortir Poutine de l'Ukraine, alors ça en vaut la peine. La Russie, la Crimée, la Biélorussie, ce sont des pays frères. Nous sommes de leur côté et nous voulons lancer un appel. Poutine vient nous aider. En somme, il faut tout faire le plus rapidement possible pour que les habitants de Sébastopol et de Crimée sentent qu'ils sont des citoyens à part entière de la Fédération de Russie et qu'ils soient pleinement associés à nos travaux. Jean-Dominique Giuliani, alors 14 à 18 milliards de dollars, ça ce serait le FMI. Les Européens, ils en sont à peu près à 1,6 milliard d'après ce que j'ai vu. En contrepartie, tout de même, une hausse des prix du gaz de 50%, des mesures quand même très difficiles. Est-ce que ça va être une bonne recette pour l'Ukraine ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas assister à une explosion du pays? Je pense que ce n'est pas une bonne recette, pour être très franc. Je pense que autant il y a une volonté incontestable d'apporter une aide importante, même y compris du côté des Européens, ce qui est quand même nouveau. Autant je pense que imposer immédiatement comme ça des mesures de cette nature, dont on sait bien que dans le plus long terme, elles sont nécessaires pour construire une économie plus sérieuse et plus saine, je trouve que c'est vraiment prendre les choses à l'envers et que c'est prendre de très grand risque. Donc vous êtes plutôt alarmiste, Jacques Sapir, votre opinion justement sur ce plan drastique du côté des conditions? Non, moi je serais très alarmiste parce que ce n'est pas simplement les conditions de ce plan. C'est le problème qu'aujourd'hui l'Ukraine est complètement dépendante non seulement du point de vue de ses importations d'énergie, mais de ses exportations de la Russie. De la Russie et de la CEI. Elle exporte plus en direction de la Russie et de la CEI, et essentiellement de la Russie, qu'elle n'exporte vers les 28 pays de l'Union européenne. Il faut regarder quand même de ce point de vue-là les statistiques ukrainiennes. Donc ce qui risque de se passer, c'est un effondrement de l'économie et de l'industrie ukrainienne dans les semaines qui viennent. Or, il faut savoir que les régions développées de l'Ukraine sont les régions de l'Est. C'était des régions qui sont habitées soit par des gens qui sont des Russes, soit par des gens qui parlent le russe. Deux catégories différentes. Et donc, de ce point de vue-là, bien sûr, aujourd'hui, ces gens ne veulent pas pour l'instant d'un rattachement à la Russie, mais quand cet été on risque de leur reposer la question, les choses peuvent changer de manière tout à fait radicale. Donc un plan de sauvetage finalement qui aboutit à l'explosion de l'Ukraine, c'est à vous entendre, Ludovic Subran. Je crois qu'on va se remettre dans les 6 derniers mois. Vous avez d'un côté la Russie qui fait un chèque de 15 milliards sans condition. 6 mois après, vous avez l'Europe ou le FMI... Ils ne ont pas vu les 15 milliards encore, alors, les Ukrainiens. Sur la couverture d'import, elle s'est vue les 15 milliards, puisqu'ils ont réussi à continuer d'importer. Alors ça a peut-être été du troc plutôt que de l'argent, mais en tous les cas, il y a eu la couverture d'import, c'est-à-dire la capacité de l'Ukraine à faire ses importations, notamment en denrées de base, énergie, alimentation, etc. Elle s'est vue puisqu'elle a réussi à importer. Le problème aujourd'hui, c'est que du même côté, à gauche de l'Atlantique et aussi de l'Ukraine, on dit, voilà, vous allez avoir 14 au lieu de 15, mais surtout vous allez avoir 14 et il faut baisser son pouvoir d'achat. Et c'est la recette de Williamson, ça s'appelle le consensus de Washington, et c'est appliqué à l'Ukraine. Ils en étaient un peu sortis, le FMI, mais là on a l'impression que... parce qu'il faut, si vous voulez, marquer le pas, c'est-à-dire il faut dire, voilà, si vous voulez de l'argent, on ne va pas le faire gratuitement, il y a des co-responsabilités, voilà ce qu'elles sont. Donc moi je me mets dans la place de l'Ukrainien moyen qui comprend un peu ce qui se passe et qui se dit, d'un côté j'ai 15 milliards de la Russie gratos, de l'autre côté j'ai 15 milliards du fonds et j'ai plus de retraite, j'ai plus de pouvoir d'achat, etc. Vous croyez que le Premier ministre a opté pour... oui, mais c'est un gouvernement c'est justement l'idée. C'est que le gouvernement aujourd'hui est-il représentatif de ce que les Ukrainiens qui ont de l'argent veulent et les Ukrainiens qui votent veulent. Il n'a pas été voté, ce gouvernement, et il n'a pas été mis en place non plus par une
une alliance du secteur publico-privé. Donc tout ça pour résumer, hein, je pense qu'en effet, il y a des efforts et des réformes à faire en Ukraine. Est-ce que c'est le moment, alors qu'on est funambule d'une crise? L'Ukraine, c'est potentiellement un pays qui, dans 6 mois, 1 an, dont plus personne voudra. C'est-à-dire plus personne voudra aider s'ils tournent le dos et à la Russie et à l'Europe parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur demande. Donc on a aux frontières de l'Europe un pays qui potentiellement peut avoir une économie du type Zimbabwe. Je crois qu'il faut quand même se remettre un peu de ça et se dire, c'est pas comme la Grèce où on avait intérêt à la sauver. Là, l'Ukraine, on risque d'avoir un pays tout à côté de nous, qui pourrait être le nid d'un plus gros problème. Et ça m'inquiète. Jean-Dominique Giuliani, justement les Européens. Je ne suis pas un économiste, un spécialiste, mais je connais bien l'Ukraine. Et ce qui me frappe, c'est à la fois les importantes capacités de ce pays, tant en matière industrielle qu'agricole, par exemple, et le besoin d'investissement, donc de confiance. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une grave erreur. Parce que, les Européens y compris. Oui, et là, pour être très franc, il manque une voie européenne autonome, qui ne soit pas celle du FMI. Parce que si l'Europe, y compris si elle a commis quelques erreurs dans la crise récente, elle a maintenant une responsabilité. Donc, c'est de ne pas tenir le même discours que le discours brutal du FMI. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Et je le regrette. Aider plus un pays qui est à ses frontières. Oui, enfin. Puis avoir un peu de, comment dirais-je, un peu d'intelligence de la situation. Tout simplement. De compassion d'abord, oui. De privilégier d'abord les gens. Et puis ensuite un peu d'intelligence stratégique aussi, parce que l'Ukraine, c'est quand même, effectivement, elle a des liens avec l'Est. Mais on sait que justement, les relations économiques entre l'Union européenne et la Russie, et cette dépendance à l'égard du gaz russe, fait que les Européens, peut-être... C'est pas seulement la dépendance, n'est-ce pas? C'est que l'Ukraine fait partie culturellement aussi de la Russie, donc il faut en tenir compte. Et puis, les populations sont mélangées. Ce ne sont pas des ennemis naturels, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de frontières. Donc, il n'y a pas lieu pour l'Europe d'établir ou d'aider ou de laisser faire construire des murs là où il n'y en a pas. C'est l'inverse. Le projet européen, c'est l'inverse, normalement. Ils ne ménagent pas les Russes, les Européens? Alors, le problème, c'est qu'il y a une grande incompréhension d'un côté comme de l'autre. On ne veut pas regarder le point de vue de l'autre. Je pense que, d'une certaine manière, les pays européens et l'Union européenne n'ont pas compris le point de vue russe sur l'Ukraine au début de la crise. Et ils n'ont pas compris que, en réalité, quand Vladimir Poutine avait proposé son plan d'aide, c'était pas du tout un plan d'aide au président ukrainien. Donc il faut savoir qu'on dit pique-pendre dans la presse russe du président ukrainien, c'était visiblement au pays. Et maintenant, évidemment, les Russes ont beaucoup de mal à comprendre ce que disent les Européens parce qu'ils considèrent évidemment que la Crimée, ça a toujours fait partie historiquement de la Russie. Donc il y a cette incompréhension. Le problème, c'est que même si on arrive à surmonter cette incompréhension, si on commence à discuter dans 1 mois et demi, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut commencer à discuter, c'est maintenant qu'il faut élaborer un plan commun de sauvetage de l'Ukraine. Alors, un plan commun de sauvetage de l'Ukraine, pour l'instant on en est aux sanctions, rapport de force avec Vladimir Poutine justement depuis ce qui s'est passé en Crimée. Le G8 de Sochi est devenu un G7 à Bruxelles cette semaine. Les pays européens, les États-Unis, le Canada ont sanctionné la Russie. Des sanctions donc plus politiques pour le moment, mais alors jusqu'où iront-ils? On va d'abord écouter Angela Merkel et je vous ferai réagir. Nous déclarons clairement que nous sommes prêts à passer à la phase 3 des sanctions si la situation s'aggrave. Il s'agira d'actions économiques et nous avons demandé à la Commission qu'elle se prépare à travailler sur de telles actions. Ludovic Subran, des sanctions économiques qui vont évidemment avoir un impact sur l'économie russe tout de même. Sur les Européens aussi, si on en croit Barack Obama qui va exporter du gaz en Europe justement pour compenser la dépendance des Européens à l'égard de la Russie. C'est l'occasion qui fait de larron, c'est-à-dire que non seulement il a annoncé l'année dernière que les États-Unis étaient en excédent d'énergie, et là, comme par hasard, à l'aube du traité transatlantique, si on exportait un petit peu de gaz liquéfié, parce qu'au final, on sait bien liquéfier, on sait bien vous l'envoyer. Bon, ça, c'est pour la parenthèse. Mais l'idée, c'est, nous, on a fait notre scénario sur la Russie en tenant compte un petit peu d'un scénario de base où il n'y a pas d'escalation, comme dit la chancelière Merkel. La Russie, nous, on attendait autour de 3% de croissance, serait aujourd'hui en dessous d'1%. Oui, une baisse de 1,8% de croissance, dit la Banque mondiale cette année. Moi, je ne pense pas qu'on sera en période de récession pour des raisons toutes simples.
de la Banque mondiale. Oui, mais parce que je pense qu'il y a une surenchère sur cette histoire de fuite des capitaux, les 70 milliards. C'est quelque chose qui est assez courant, la volatilité des entrées et des sorties de capitaux en Russie. D'après la Banque mondiale, encore une fois, 150 milliards de fuite des capitaux de la Russie. Ça, c'est pas un problème, parce que sur l'effet principal de cette fuite de capitaux, c'est un petit peu sur le rouble et sur sa dépréciation. C'est aussi sur le risque de non-paiement, mais il y a des garanties publiques derrière. Donc au final, pour la stabilité de l'économie, je suis pas très inquiet des sorties de capitaux. Ce qui m'inquiète plus, ce qui m'inquiète davantage, c'est exactement le développement économique de la Russie et donc le modèle vers lequel la Russie tendait en termes de partenariat, de fournisseurs de l'Europe sur pas mal de choses, notamment sur le gaz, etc. Mais voilà, est-ce que maintenant, c'est pas aussi pousser la Russie vers l'autre côté du globe et se retrouver nous-mêmes un petit peu en difficulté avec des blocs, ou enfin un monde qui continue d'être apolaire mais multicentriste, et au final on perd un petit peu l'occasion de travailler avec ce centre-là, cette région-là. Oui. Jacques Sapir, très vite, c'est les conséquences des sanctions justement sur la Russie. Le problème, c'est que bien sûr, nous achetons du gaz à la Russie, mais il ne faut pas oublier que la Russie nous achète énormément de produits manufacturés. Donc si demain, la Russie vend son gaz à la Chine, au Japon, à la Corée, etc., ils vont aussi acheter de manière préférentielle au Japon, à la Corée, à Taïwan, etc. Et il ne faut pas oublier... Donc tout le monde est perdant, c'est ce que vous dites. Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier économiquement. Que l'espèce de maîtrise qu'avaient les pays européens et les États-Unis sur les techniques et les technologies qui vont avec les techniques, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, il y a une même offre au Japon, en Corée, en Chine, et de ce point de vue-là, nous ne sommes plus indispensables au développement et à la modernisation de la Russie. Jean-Dominique Giuliani, il fallait ce signal politique fort tout de même de la part du G7. Je serais un peu plus prudent, mais oui, il faut expliquer pourquoi, n'est-ce pas, il y a ce problème. C'est que, quelles que soient les raisons, et on était là sur le plateau, d'ailleurs assez consensuel finalement sur la relation nécessaire avec la Russie, etc., ou l'Ukraine, bon, quelles que soient les raisons, la manière dont Poutine a agi est quelque chose, si vous voulez, qui rappelle les pires cauchemars du continent. Quand on touche aux frontières par la force, ce que personne n'avait osé faire depuis Staline, n'est-ce pas, on prend des risques considérables parce que c'est un précédent pour toute une série de demandes reconventionnelles. Et on sait que le continent, dès qu'on touche aux nationalités, il est capable d'exploser. Donc ça justifie tout de même cette annonce de la part du G7. Je suis assez pessimiste, oui, parce que je pense que... Moi, je n'aime pas les sanctions non plus, hein, mais je pense qu'on aura une raideur sur cette question-là. Regardez la réaction des Allemands, qui pourtant ont plus de 6200 entreprises en Russie, etc. Et vraiment une volonté de coopérer avec la Russie depuis toujours. Affaire à suivre, hein. Bien sûr, on en reparlera de l'Ukraine et de la Russie. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de l'Écho. Restez avec nous.